Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre les moments forts de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur les données personnelles, une séance qui s'est tenue jeudi dernier. Pour rappel, ce texte, c'est la transposition d'un nouveau règlement européen qui doit être transposé dans le droit français avant le 25 mai prochain. Le but de ce texte, c'est de mieux protéger nos données personnelles sur Internet, et ce, peu importe la localisation de l'entreprise qui collecte ces données. Une avancée majeure qui prévoit aussi de fortes amendes en cas de manquement dans la protection de ces informations. Le temps presse donc pour voter ce projet de loi et les deux chambres du Parlement ne sont pas parvenues à un accord après la première lecture. On peut même dire que ce texte a fait monter la tension entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Parmi les principaux points de désaccord sur ce texte essentiel pour la protection de nos données personnelles, les sénateurs demandaient des aménagements pour les collectivités locales ainsi qu'une plus grande transparence sur les algorithmes, notamment ceux utilisés par l'administration. On pense à des algorithmes comme celui de Parcoursup. Les deux chambres semblaient proches d'un accord en commission mixte paritaire, c'est-à-dire lors de la réunion des députés et sénateurs. Mais un incident est survenu, comme va le raconter la rapporteure Sophie Joissaint. De son côté, la garde des Sceaux a préféré vanter le fait que ce texte européen, il soit devenu une référence dans le monde entier de par son exigence en matière de protection des données. Place donc à la séance avec cette nouvelle lecture du projet de loi sur les données personnelles. Le Sénat est saisi en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Cette nouvelle lecture intervient après l'échec de la commission mixte paritaire qui a été réunie le 6 avril dernier. Je ne reviendrai pas sur les conditions de cet échec. Madame la rapporteure en évoquera certainement les circonstances. Le gouvernement aurait naturellement préféré que les deux assemblées puissent s'accorder sur un texte d'une telle importance, aussi bien pour les droits fondamentaux des citoyens européens que pour ses conséquences économiques. Cela aurait été, je crois, un signal très positif. En outre, l'échéance du délai de transposition se rapproche et tout retard pris pour l'adaptation de notre législation peut alimenter certaines inquiétudes et un sentiment d'insécurité juridique ressenti par les acteurs économiques, ainsi que, et vous l'aviez souligné en première lecture, et le gouvernement y a été sensible, par les collectivités territoriales. En effet, le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données personnelles entrera en application directement, y compris dans ses dispositions relatives au montant des sanctions encourues. Mais un accord ne peut avoir lieu que si les deux parties sont prêtes à s'accorder, ce qui n'a pas été le cas et le gouvernement en prend acte. Il est vrai que les positions des deux chambres étaient assez éloignées sur plusieurs points. L'action de groupe en réparation, la création d'une dotation spécifique aux collectivités territoriales, l'exonération de toute sanction à leur égard, le fléchage des produits des amendes et des astreintes prononcées par la Commission nationale d'informatique et liberté, la CNIL, l'open data des décisions de justice et l'âge du consentement des mineurs. Les discussions entre les deux rapporteurs, avec le concours des deux présidents des commissions des lois, n'ont pas permis de rapprocher les points de vue. L'Assemblée nationale a donc examiné en nouvelle lecture ce texte jeudi dernier et l'a, pour l'essentiel, rétabli dans la version adoptée en première lecture. Votre commission des lois a, de son côté, repris presque intégralement le texte que le Sénat avait également adopté en première lecture. Nous aurons aujourd'hui à nouveau des discussions sur plusieurs dispositions du texte. Les positions réciproques du gouvernement et de votre rapporteur sont bien connues et je ne m'y attarderai donc pas. Je voudrais toutefois simplement revenir sur 4 points qui me semblent importants à rappeler ici. Le premier est lié à l'attention qui doit être portée aux collectivités territoriales. Nos précédents débats ont permis de mettre en évidence les inquiétudes de nombreuses collectivités. Cette préoccupation, exprimée tout naturellement par votre Assemblée, a montré l'attention avec laquelle il fallait accompagner ces collectivités. L'accent a été mis notamment sur une possibilité de mutualisation de leurs moyens
afin d'appliquer le RGPD, et ce, en s'appuyant sur les intercommunalités. Par ailleurs, la question de l'exonération des sanctions administratives demeure posée. Vous le savez, l'Assemblée nationale reste très opposée à cette exonération que vous avez introduite en faveur des collectivités locales. Le gouvernement, je le rappelle ici, ne s'y était pas opposé, considérant que le maintien par ailleurs d'une responsabilité de nature pénale permettait, pour l'essentiel, de se prémunir contre les dérives éventuelles de certains élus. Certains cas ont cependant été signalés récemment à la CNIL et je pense qu'il faut être vigilant sur le fait que tout abus doit pouvoir être sanctionné afin que tous les acteurs, publics comme privés, soient responsabilisés dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre. Naturellement, la CNIL fera preuve de discernement, comme elle l'a toujours indiqué en la matière. Le deuxième point porte sur la question de l'utilisation des algorithmes. Il s'agit sur ce sujet de trouver un équilibre entre les nécessités de l'administration de notre pays et les garanties offertes aux usagers. C'est l'objet de l'article 14, dont nous avons d'ailleurs beaucoup discuté en première lecture. Il faut, je crois, trouver le bon équilibre afin non seulement de préserver les principes auxquels nous sommes aussi attachés que vous, mais aussi de permettre aux administrations d'agir et, ce faisant, de recourir à des techniques modernes et performantes. Cet article a à nouveau été modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. La rédaction adoptée reprend certaines préoccupations de votre Assemblée puisqu'elle interdit explicitement à l'administration saisie d'un recours administratif contre une décision de statuer sur ce recours sur le seul fondement d'un traitement automatisé des données à caractère personnel. Les décisions administratives prises sur le seul fondement d'un algorithme doivent également comporter, à peine de nullité, la mention de cette information. En ce qui concerne spécifiquement Parcoursup, qui fait l'actualité, votre commission a supprimé à nouveau la disposition du Code de l'éducation articulant le fonctionnement du dispositif avec les obligations d'information et de publication des règles de fonctionnement de l'algorithme prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. Je souhaite rappeler que le gouvernement est très attaché à la transparence du dispositif. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes défavorables à la suppression de cette disposition, nous avons en revanche soutenu l'ajout d'une disposition qui prévoit que le Parlement sera destinataire chaque année d'un rapport de mise en œuvre du dispositif. Ce rapport sera établi par le comité éthique et scientifique qui a été créé. Le gouvernement considère donc, au vu de tous ces éléments, que le texte de l'article 14, issu de l'Assemblée nationale, a atteint un point d'équilibre et que, de ce point de vue, il mérite d'être stabilisé et préservé. En troisième lieu, je voudrais évoquer vos préoccupations exprimées à l'occasion de l'examen des articles 17 bis et 17 ter. La nécessaire adaptation de notre droit de la concurrence au numérique est une question d'actualité qui a toute sa place dans nos débats, mais je crois qu'elle dépasse le cadre de ce texte. Le texte issu de la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale précise que le consentement de l'utilisateur n'est pas libre lorsqu'une entreprise restreint indûment, sans justification d'ordre technique, économique ou de sécurité, les possibilités de choix de cet utilisateur, notamment lors de la configuration initiale du terminal. Là encore, le gouvernement considère qu'un point d'équilibre a été atteint. Ce sujet doit par ailleurs être traité au niveau européen. Nous y travaillerons très prochainement avec la Commission européenne. Enfin, et c'est le dernier point, sur l'action de groupe en matière de protection des données personnelles. L'Assemblée a rétabli l'extension de cette action à la réparation des préjudices matériels et moraux. Elle n'a pas souhaité différer de 2 années jusqu'au 25 mai 2020 l'entrée en vigueur du dispositif, ni soumettre la faculté pour une association d'exercer une action de groupe à un agrément délivré par l'autorité administrative. Le gouvernement partage ce point de vue qui illustre la volonté de renforcer la capacité d'action des citoyens face aux atteintes à la protection de leurs données personnelles. C'est une évolution qui est, je crois, importante. Je souhaite en conclusion
rappeler que ce projet de loi, loin d'être technique, est éminemment politique, car il porte nos valeurs, les valeurs européennes et les valeurs françaises. Au moment où nous débattons, le scandale Cambridge Analytica a déjà nourri beaucoup d'inquiétudes. Facebook est gravement mis en cause et son dirigeant, vous le savez, a dû s'expliquer devant le Congrès des États-Unis la semaine dernière. Outre-Atlantique, les regards se portent donc sur notre modèle européen. Le Congrès l'a cité à plusieurs reprises. Le président de la République française a d'ailleurs rappelé dans son discours européen au Parlement européen ce mardi que ce nouveau cadre européen est devenu une législation de référence. Nous devons la porter avec force car elle incarne, me semble-t-il, et notre souveraineté numérique et la singularité du modèle européen. Elle ouvre un espace qui favorise la croissance et l'innovation, mais dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Ce texte, donc, nous donne l'occasion de montrer que nos sociétés européennes sont à la hauteur de ces enjeux et des attentes de nos concitoyens, et c'est donc à cet esprit de responsabilité que nous devons tous préserver, que je fais appel. Cela nous permettra, je l'espère, d'adopter désormais très rapidement ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Maintenant, la parole est à Madame Sophie Joissains, rapporteure de la Commission des lois. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, le Sénat est saisi en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Ce texte vise, vous le savez, à mettre la loi informatique et liberté en conformité avec deux importants textes européens. Le règlement général sur la protection des données, directement applicable à partir du 25 mai prochain, et une directive spécifique au traitement mis en œuvre en matière policière et judiciaire qui doit, elle, être transposée avant le 6 mai 2018. En première lecture, notre Assemblée avait approuvé les grandes orientations du projet de loi initial et la plupart des apports de l'Assemblée nationale, sauf exceptions ponctuelles. Améliorant le texte, nous nous étions particulièrement attachés à mieux accompagner les petites structures dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations et à renforcer la protection des droits et libertés des citoyens. À ce titre, le Sénat avait d'abord tenu à répondre aux attentes et aux vives inquiétudes de nos TPE-PME et de nos collectivités territoriales. Leurs représentants ont tous confirmé en audition qu'elles ne pourraient être prêtes pour l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai, et ce, en raison de leur non-information, non-accompagnement par les pouvoirs publics. C'est en pensant à elles, grandes oubliées de ce texte alors qu'elles structurent et font vivre le territoire français, que le Sénat a voulu dégager de nouveaux moyens financiers pour la mise en conformité en fléchant le produit des amendes et astreintes prononcées par la CNIL à leur intention et en créant une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles. Faciliter la mutualisation des services numériques entre collectivités. Réduire l'aléa financier pesant sur ces dernières en supprimant la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives. Faire preuve de prudence en approuvant l'action de groupe en réparation en matière de données personnelles, mais en reportant son entrée en vigueur de 2 ans. Enfin, encourager la CNIL à diffuser des informations et à proposer des normes de droit souple, adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités, comme des TPE-PME. Le Sénat avait également souhaité rééquilibrer certains éléments du dispositif pour renforcer la protection des droits et libertés des citoyens. Adoptant des propositions émanant de tous les groupes politiques et fidèle à son rôle traditionnel de chambre des libertés, le Sénat avait prévu de rétablir l'autorisation préalable des traitements de données portant sur les infractions, condamnations et mesures de sûreté, et préciser la liste des personnes autorisées à mettre en œuvre ces fichiers. Encourager le recours aux technologies de chiffrement de bout en bout des données personnelles pour assurer leur sécurité. D'encourager le recours aux technologies de chiffrement, de conserver le droit général à la portabilité des données personnelles comme non personnelles pour permettre de faire véritablement jouer la concurrence entre services en ligne. Permettre aux utilisateurs de terminaux électroniques d'avoir le choix d'y installer des applications respectueuses de la vie privée. Encadrer plus strictement l'usage des algorithmes par l'administration pour prendre des décisions individuelles. Bannir les boîtes noires et renforcer les garanties de transparence en la matière, par exemple, et ce n'est pas le moindre des exemples, lors des inscriptions à l'université avec Parcoursup. Examiné selon la procédure accélérée, ce projet de loi n'a fait l'objet que d'une seule lecture à l'Assemblée nationale, puis par le Sénat,
avant la réunion d'une commission mixte paritaire. Malgré 2 rencontres préparatoires entre rapporteurs qui ont permis, grâce à l'intervention des présidents des 2 commissions, et je remercie le nôtre, M. Philippe Bas, c'est à l'issue de près de 3 heures de négociations et au prix de concessions réciproques que nous avons proposé un compromis global qui a été accepté par le Sénat, par votre rapporteur. Mais nous nous sommes heurtés au refus des députés du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui a refusé de transiger après une réunion de groupe. Oui, totalement. Depuis 1905, et surtout celui des citoyens. Depuis 1958, la règle a toujours été l'accord entre nos 2 assemblées. Entre 1958 et octobre 2017, c'est seulement 12% des textes qui ont été adoptés par la procédure du dernier mot à l'Assemblée nationale. Entre octobre 2017 et le 25 février 2018, en 5 mois seulement, ce taux est monté à 37%. Voyez, mes collègues, dans la semaine du 6 avril, ce ne sont pas moins de 2 projets de loi importants qui ont vu leur commission mixte paritaire échouer, et ce, en dépit d'efforts conséquents déployés par le Sénat. Sur fond de réforme constitutionnelle, on peut s'interroger. Le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale aurait-il décidé de saper le fonctionnement bicaméral de notre démocratie ? Tout à fait. Ce serait d'une rare inconscience et révélerait une grave méconnaissance de nos fonctionnements démocratiques. En tant que garde des Sceaux et ancien membre du Conseil constitutionnel, Madame la Ministre, je vous interpelle solennellement sur cette dangereuse dérive. Le bicamérisme est un des tenants essentiels de l'équilibre des pouvoirs, seul garant du fonctionnement démocratique. Sans le Sénat, le Parlement n'est plus que le bras armé de l'exécutif. Le parti majoritaire de l'Assemblée nationale ne peut prétendre seul représenter la France. Il n'en a pas la légitimité. Sur l'ensemble des élus de France, que les citoyens ont très bien élus, et dont les maires, et dont les sénateurs sont les représentants, combien ce parti majoritaire représente-t-il en proportion ? C'est ensemble, et seulement ensemble, que le Sénat et l'Assemblée nationale sont représentatifs du peuple de France. Ces abus de procédure sur les CMP, les désinformations graves dont nous venons d'avoir connaissance, constituent une pente dangereuse. La commission mixte paritaire, sans surprise, réunie le 6 avril dernier, a, dans cette logique périlleuse, constaté qu'elle ne pouvait élaborer un texte commun. En dehors de quelques accords ponctuels limités à des sujets essentiellement techniques, l'Assemblée a rétabli pour l'essentiel le texte, sans surprise encore une fois, qu'elle avait adopté en première lecture. Les principaux apports du Sénat ont été sommairement balayés et évidemment, des points de désaccord importants demeurent, non sans fondement. Sur les collectivités territoriales d'abord, nous nous heurtons à un incompréhensible refus de prendre en compte leurs spécificités. Alors que le gouvernement s'était montré prêt à des concessions raisonnables sur ce sujet, nos collègues députés ont refusé de voir les difficultés que l'application du règlement général va susciter pour les collectivités territoriales. Pour la majorité de l'Assemblée nationale, une collectivité territoriale est un responsable de traitement comme un autre. Elle devrait donc être placée sur le même pied qu'une entreprise ou qu'une start-up, et sa situation ne mériterait évidemment aucun traitement spécifique. C'est grave. Faut-il vraiment rappeler ce que sont les collectivités territoriales ? Ça fait froid dans le dos. Elles sont soumises à des sujétions tout à fait particulières. Si elles mettent en œuvre des traitements de données personnelles, ce n'est pas pour en tirer profit, mais parce qu'elles y sont obligées par la loi, parce que certaines compétences leur ont été transférées et pour rendre un meilleur service à nos concitoyens. Comme l'État, elles sont d'ailleurs chargées de missions de service public et exercent des prérogatives de puissance publique. Ces arguments n'ont pas suffi à nos collègues députés qui ont supprimé nos ajouts et notamment rétabli la possibilité pour la CNIL d'imposer des amendes administratives et des astreintes aux collectivités territoriales. Je vous proposerai logiquement de rétablir notre texte. Sur les traitements en matière pénale, l'Assemblée nationale a accepté des reculs inquiétants pour les droits et libertés de nos concitoyens. Inquiétudes qui justifient pleinement que le Conseil constitutionnel soit saisi. Concernant les données d'infraction, à titre d'exemple, elle a supprimé l'encadrement protecteur pour la vie privée de l'open data des décisions de justice, le régime d'autorisation préalable par la CNIL des traitements d'infraction pénale et de condamnation,
les garanties concernant les personnes morales, désormais sans autorisation autorisées à mettre en œuvre ces traitements, alors que l'État, lui, a besoin d'autorisation. Je vous proposerai de réintroduire l'ensemble de ces garanties essentielles pour les droits et libertés de nos concitoyens. Dans un domaine aussi sensible, le Sénat aura jusqu'au bout, et c'est important, tenu son rôle traditionnel de chambre des libertés. Sur les algorithmes. Sur les algorithmes, je regrette la suppression injustifiée de plusieurs garde-fous essentiels et un sérieux, très sérieux recul sur le principe de transparence que le Sénat avait institué, renforcé mais surtout institué. Je souhaite, en particulier, attirer votre attention sur le cas de Parcoursup et dénoncer ici une réelle hypocrisie. Malgré des discours pleins de bonnes intentions, l'Assemblée nationale a finalement reculé en séance, estimant que les établissements d'enseignement supérieur devaient déroger aux règles de transparence des algorithmes locaux, c'est-à-dire ceux qui permettent d'accéder aux filières. Il est totalement impensable que les lycéens choisis par les universités au moyen d'algorithmes ne puissent pas savoir quels paramètres seront appliqués lors de leur sélection. Sur un sujet aussi sensible et dans le contexte que connaissent actuellement nos universités, cette opacité n'est pas acceptable. Beaucoup de dérives seront possibles. Alors qu'une récente délibération de la CNIL appelle au respect du principe de transparence de Parcoursup, l'Assemblée nationale se contente ici, pour toute garantie, d'un rapport au Parlement. Quel moyen commode de remettre à plus tard le traitement d'un problème que l'on ne souhaite pas vraiment résoudre. Le rôle du législateur étant bien de fixer des normes, de veiller au respect de nos principes fondamentaux et non de commander des rapports dilatoires, je vous proposerai de réinscrire dans la loi le principe de transparence voté par le Sénat en première lecture. Sur l'action de groupe, nous approuvons le principe, y compris évidemment pour la réparation des dommages. Nous demandons simplement le rétablissement de 2 mesures de prudence pour éviter d'éventuels abus et laisser un peu de temps à nos entrepreneurs et à nos élus locaux avant de les exposer à un tel risque contentieux. Je ne m'étendrai pas sur plusieurs autres divergences ponctuelles. Quelques mots trop rapides pour conclure, concernant l'âge du consentement des mineurs au traitement de leurs données. Nous rétablissons cet âge à 16 ans, mais l'important n'est évidemment pas un an de plus ou un an de moins. Le véritable enjeu porte sur l'éducation au numérique et le régime protecteur qu'il convient d'instaurer sur Internet pour nos enfants et nos adolescents. Marie Mercier nous en a donné un aperçu concernant la pédopornographie. Catherine Morin-Desailly, dans un rapport prochain, en détaillera l'ensemble des risques: cyberharcèlement, emprise, radicalisation, impact sociétal. Là, le débat pourra enfin et utilement s'ouvrir. Je vous remercie. Nous passons à la discussion des articles. À l'article 1er, nous allons examiner l'amendement 5 rectifié bis qui nous est présenté par Monsieur Bignon. Prenez votre temps, Monsieur Bignon. C'est l'amendement 5 rectifié bis sur l'article 1er. Oui, oui. En effet. Le présenter, monsieur. Je le retire. Il est retiré. Je vous remercie. L'amendement numéro 16, présenté, et il n'est pas défendu, personne n'est là pour le défendre. L'amendement numéro 10, Monsieur Durin, je vous invite à nous le présenter. Madame la Présidente, c'est un amendement que nous avions déjà présenté en première lecture. Il s'agissait d'ouvrir la consultation de la CNIL par les commissions parlementaires compétentes et par les présidents des groupes politiques. Je vais vite. Quel est l'avis de la Commission ?
L'avis est défavorable. C'est d'abord contraire à la position de la Commission au vote du Sénat en première lecture. Cet amendement qui vise à étendre la possibilité de saisir la CNIL sur une proposition de loi, non seulement au président des assemblées, mais aussi au président de groupes parlementaires, encombrerait notablement la CNIL qui elle-même ne le souhaite pas et s'est montrée inquiète du risque que poseraient ses capacités de réponse dans ce cas-là. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre? Eh bien, le gouvernement, qui a le sens du compromis et le souci du compromis, émet... Pas d'explication de vote. Qui est pour l'adoption de l'article 1er? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 2, nous avons un amendement numéro 2 qui est défendu par Monsieur Bignon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui vise à revenir à l'écriture initiale du projet de loi et qui concerne le champ de qualification des personnalités nommées par décret, ainsi que les personnalités désignées respectivement par le président de l'Assemblée et par le président du Sénat et qui siègent à la CNIL. Dans la rédaction actuelle du texte, les membres de la CNIL devraient en effet posséder une expertise large dans les questions touchant au numérique et aux libertés individuelles. Et nous proposons que cette compétence et cette expertise puissent être soit des libertés individuelles, soit dans les libertés individuelles. Ça n'interdit pas qu'ils soient compétents à la fois dans les libertés individuelles et dans le numérique, mais ça ouvre la faculté d'avoir un choix plus large. Et donc, à la conjonction « et », nous proposons de substituer la conjonction de coordination, c'est comme ça qu'on dit en analyse grammaticale, la conjonction « ou ». Merci, Monsieur Bignon. Quel est l'avis de la Commission? L'Assemblée nationale a beaucoup hésité en première lecture, puis en nouvelle lecture, sur le caractère alternatif ou cumulatif qu'elle souhaitait donner à ces deux compétences. Suivant sa rapporteure, nos collègues députés ont finalement, après beaucoup de doutes, adopté une disposition visant à rendre cumulatives les compétences exigées des 5 personnalités qualifiées membres de la CNIL. Il ne serait pas inutile que les membres de cette autorité présentent des compétences dans chacun de ces deux domaines, mais je comprends aussi la volonté d'élargir le vivier des candidats potentiels en ne privilégiant pas des critères trop restrictifs de compétences. Sagesse, mais à titre personnel, je le voterai. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, pour l'avis du gouvernement? Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, j'émets un avis défavorable. C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreux débats à l'Assemblée nationale, Madame la rapporteure le rappelait à l'instant, et qui ne concerne que 5 membres parmi les 18 qui composent le collège de la CNIL. Votre amendement vise à revenir au projet initial du gouvernement. Donc, a priori, je devrais être favorable. Je vous explique pourquoi, toutefois. Le gouvernement a été convaincu par l'argumentation qui a été proposée par la rapporteure du texte à l'Assemblée, au motif qu'il lui a semblé opportun de renforcer la CNIL en termes de compétences de techniques numériques au vu de l'ampleur de ses futures missions. Et donc, pour ce motif, le gouvernement a été défavorable à un amendement similaire qui a été débattu en séance publique par l'Assemblée la semaine dernière. Et donc, j'émets, à la suite de mon collègue secrétaire d'État au numérique, j'émets donc un avis défavorable. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. Un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Qui est contre l'adoption? Il est adopté. L'amendement numéro 3, il est toujours présenté par Monsieur Bignon. C'est le numéro 3 sur l'article 2. Il y en aura encore après? Non. L'idée est de faire auditionner les candidats par un jury et que ce jury représente à parité l'Assemblée nationale, le Sénat et des experts et des représentants des ONG. Dans un souci de transparence, les auditions de ce jury sont publiques et l'avis consultatif final sur la candidature serait rendu public.
Je trouve que c'est une bonne idée, mais l'amendement me paraît pas mûr en l'état sur le plan de l'organisation de ce jury. Je pense que vous le retirez? Je le retire. Il est retiré. Je vais mettre aux voix l'article 2. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour l'adoption de l'article 2? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'examen à l'article 2 bis d'un amendement numéro 11 qui est défendu par Monsieur Durin. Durin. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement a pour objet de rétablir la publicité de l'ordre du jour de la CNIL réunie en formation plénière en renvoyant au décret le soin d'en définir les modalités. Alors c'est un amendement qui a pour origine un amendement déposé à l'Assemblée nationale. La publicité des travaux de la CNIL représente un premier pas vers davantage de transparence des travaux de l'autorité de contrôle, dont le rôle est appelé à croître eu égard à l'importance que prenne la protection des données du fait du RGPD, du fait de l'évolution de la société. Ça pourrait prendre la forme de la télédiffusion de certaines délibérations de la CNIL, mais enfin, il y a plein d'autres modalités d'accès au travail de la CNIL. Il nous semble que c'est important parce que ça a une visée pédagogique, c'est très instructif sur ce que la CNIL fait sur la veille qu'elle exerce en matière de développement des technologies du numérique pour qu'elle soit au service de chaque citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Merci Monsieur Durin. Quel est l'avis de la Commission, Madame le rapporteur? Un avis de sagesse. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement? Un avis de sagesse également. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis de sagesse. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 2 bis. Pas d'explication de vote. Qui est pour l'adoption de l'article 2 bis? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 5, non modifié. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 6, qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Je mets également aux voix l'article 6 bis. Même vote? Même vote, il est adopté. À l'article 7, nous avons un amendement qui sera défendu par Monsieur Bignon, le 6 rectifié bis. Merci Madame la Présidente. Cet amendement consiste à insérer après l'alinéa 3 un alinéa qui serait rédigé suivant la formule suivante: il est interdit de traiter des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'utilisation des services numériques au sein de l'éducation nationale. Donc l'idée, c'est bien de protéger les élèves en instituant une interdiction de traitement des données à caractère personnel, une obligation d'interdiction pour protéger ces publics fragiles qui sont souvent, on le voit malheureusement trop fréquemment, imprudents sur les supports numériques avec leurs données personnelles. Cet amendement, en outre, et j'ai fini, renforce les dispositions qui sont prévues à l'article 14 bis du présent projet de loi en inscrivant ces mesures à la fois dans le Code de l'éducation et dans la loi du 6 janvier 1978. Merci Monsieur Bignon. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement? Comme je l'avais expliqué en première lecture, sa rédaction paraît beaucoup trop large. L'interdiction proposée risquant de paralyser l'activité des établissements dans la gestion des élèves et des notes est aujourd'hui très souvent dématérialisée. Si l'intention de départ est bonne, je ne peux y souscrire et je demande le retrait. Madame la Ministre, pour l'avis du Gouvernement? Eh bien, une nouvelle fois, je partage l'avis de Madame la rapporteure et donc j'émets un avis défavorable. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 6 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Je ne vois pas de demande d'explication de vote. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 7. Qui est pour l'adoption de l'article 7? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9. Même vote? Même vote. À l'article 10 bis, je suis saisie d'un amendement numéro 17 qui est défendu par Monsieur de Belenet. Vous l'avez déposé? Oui, certainement. Merci Madame la Présidente. Arnaud de Belenet est mon nom. Pardon. Et cet amendement a été défendu. C'est une précision rédactionnelle, à notre sens, gage de sécurité juridique qui revient.
Très bien, j'ai une hésitation en voyant que vous ne vous prépariez pas à le défendre. Donc, quel est l'avis de la commission ? Cet amendement est contraire à la position de la commission du Sénat, à la commission des lois et du Sénat en première lecture. C'est donc un avis défavorable. Madame la ministre, pour l'avis du gouvernement ? Eh bien, c'est un avis favorable, Madame la Présidente. Le gouvernement trouve en effet excessive au regard du RGPD l'obligation qui pèse sur les responsables de traitement et leurs sous-traitants de chiffrer les données de bout en bout, chaque fois que cela est possible. C'est pour cette raison que le gouvernement a présenté un amendement en ce sens en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Cette obligation nous semble donc encore une fois excessive au regard du RGPD. Elle peut également s'avérer parfois non pertinente pour certains traitements. En effet, le chiffrement n'est qu'une mesure de sécurité parmi d'autres, comme par exemple la pseudonymisation, et donc elle ne peut pas être imposée systématiquement. Il nous semble qu'il appartient aux responsables de traitement, au regard du principe de responsabilisation et sous le contrôle de la CNIL, d'apprécier laquelle de ces mesures est la plus appropriée. Donc je suis favorable à cet amendement de suppression. Je vais mettre aux voix cet amendement. Il n'y a pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. Un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Pour l'adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 10 bis. Qui est pour l'adoption de l'article 10 bis? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 11, je vais à nouveau mettre à contribution Monsieur de Belenet sur l'amendement 18. Oui, Madame la Présidente, je vois que cet amendement, comme les 6 suivants, ont été évoqués en commission des lois voilà 15 jours, en commission des lois à 14 heures, et font tous l'objet d'un avis défavorable réitéré, à mon grand désespoir. Et oui, parce qu'ils sont parfois pertinents. Et comme je ne veux pas alourdir la procédure de manière injustifiée et abuser de notre droit d'amendement et prolonger excessivement nos débats, et puis au passage m'épargner quelques sarcasmes en off qui sont désagréables et que je ne suis pas enclin à supporter aujourd'hui, je les retire donc tous. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix l'article 11, qui est pour son adoption. L'article 11 est adopté. Sur l'article 13, il est également retiré, l'amendement 15. Donc, l'article 13, qui est pour l'adoption, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 13 ter, que je mets aux voix, même vote. On considère que c'est le même vote, il est adopté. Sur l'article 14A, même vote. Non, il est supprimé. Il est supprimé, pardonnez-moi. Nous arrivons à l'article 14. Monsieur Pierre Ouzoulias et plusieurs de ses collègues membres du groupe communiste républicain. Pardonnez-moi. Madame... C'est après. Très bien. Donc je reprends. Sur l'article 14, Monsieur Pierre Ouzoulias et plusieurs de ses collègues membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion tendant au renvoi à la commission de l'article 14. Cette motion porte sur le numéro 1 rectifié. À présent, la parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour la motion pour 2 minutes 30, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais en préambule remercier fortement Madame Joissains, notre rapporteure, pour ses propos de ce matin qui sont empreints d'un sens républicain qui honore notre Haute Assemblée. Et le renvoi en commission est destiné à l'aider dans son argumentation pour vous apporter, si vous le souhaitez en commission, des éléments qui me semblent déterminants, des éléments techniques un peu longs à exposer et qui vont tout à fait dans son sens. Il s'agit de l'article 14 et de ce qu'on a appelé les algorithmes locaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de traitements informatisés automatique mis en place dans les universités à partir des données collectées par Parcoursup, et ce corpus peut être soumis à différents traitements
multiples sur lesquels nous souhaitons vivement, et je le souhaite comme la rapporteure, que la plus grande transparence soit faite. Il nous semble en effet, et c'est ce qui remonte du terrain, que certains critères ne correspondent pas à l'esprit de la loi, et notamment le recours systématique à des tirages aléatoires, au tirage au sort. Il nous semble que l'acharnement que le gouvernement met à ne pas vouloir de transparence sur ces algorithmes locaux est destiné à cacher quelque chose qui commence à être avéré, c'est-à-dire le recours systématique au tirage au sort dans tous ces algorithmes mis au point, au petit bonheur la chance, par chacune des universités. J'aimerais, pour conclure, vous citer le propos de la rapporteure à l'Assemblée nationale. Je la cite, ouvrez les guillemets, « Le Sénat a eu une position conservatrice, peu compréhensible, visant à restreindre considérablement, souvent en contradiction avec le règlement européen, le recours à ces outils d'aide à la décision. » Ben oui, le Sénat est conservateur, il est conservateur des libertés individuelles et nous y tenons. Merci. Merci, chers collègues. Y a-t-il un orateur qui souhaite s'exprimer contre la motion? Je n'en vois pas. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Le renvoi en commission est difficile. Néanmoins, nous partageons totalement au fond, évidemment, les arguments de notre collègue Pierre Ouzoulias et des membres du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Cet article 14 est effectivement d'une importance tout à fait considérable. Pour la première fois dans notre droit, il ouvre la voie à l'automatisation complète des décisions individuelles prises par l'administration. Mes efforts n'ont pas été ménagés pour convaincre nos collègues députés de la nécessité de trouver sur cet article une rédaction protectrice des droits et libertés des citoyens. Le texte du gouvernement ne comportait presque aucun garde-fou, et ceux qu'a ajouté l'Assemblée nationale m'ont paru très insuffisants. Hélas, ces efforts ont été vains, car l'Assemblée nationale s'est pliée à la volonté du gouvernement. Il en va de même du problème particulier de Parcoursup, où les députés se sont contentés d'une demande de rapport au comité éthique et scientifique chargé de superviser Parcoursup. Tout cela est désolant. Le rôle du Parlement n'est pas de demander des rapports en même temps qu'il ouvre la grande voie à des dérives qu'il prétend dénoncer. Le rôle du Parlement est de fixer des normes, et en l'occurrence d'obliger l'administration à respecter les droits des citoyens. Sur le sujet de Parcoursup, je suis d'autant plus étonnée de voir le gouvernement et l'Assemblée nationale rester sourds aux préoccupations exprimées par le Sénat que deux éléments nouveaux sont apparus depuis la première lecture. D'une part, dans sa délibération du 22 mars 2018 sur Parcoursup, la CNIL a relevé que la dérogation dont bénéficie Parcoursup aux règles de transparence prévues par le Code des relations entre le public et l'administration était sans effet. Sans effet puisque la loi informatique et liberté, ainsi que le règlement européen lui-même, comportent des règles similaires. La CNIL écrit donc « Les établissements d'enseignement supérieur qui recourraient à un traitement algorithmique pour examiner les candidatures qui leur sont soumises devront également fournir l'ensemble des éléments permettant de comprendre la logique qui sous-tend cet algorithme. » D'autre part, le président de la République lui-même, dans son allocution du 28 mars 2018 au Collège de France sur l'intelligence artificielle, a clairement pris position pour la transparence dans l'usage des algorithmes, y compris pour l'accès à l'université. Il a d'ailleurs émis le souhait que des décisions ne soient jamais entièrement déléguées à un algorithme, ce qui va directement à l'encontre des dispositions prévues à cet article, il faut bien le dire. Je le cite. « La clé est de mettre partout de la transparence publique sur les algorithmes. Rendre les algorithmes publics, s'assurer qu'ils sont utilisés en transparence, traquer leurs biais, ne pas leur confier le monopole de la décision, s'engager à les enrichir ou les compléter par la décision humaine. » C'est ce que nous avions prévu au Sénat. Cette transparence, elle, suppose une interaction permanente entre l'usage de l'intelligence artificielle et l'humain et les choix qui seront faits. Elle suppose des débats permanents, des corrections. Elle suppose qu'à partir, je cite toujours, elle suppose qu'à partir du moment où on va mettre l'entrée à l'université, l'entrée dans une profession ou une formation derrière un algorithme, on défère à la nécessité de rendre plus démocratique cet algorithme et donc de s'assurer de sa loyauté, de s'assurer de sa transparence complète et qu'il puisse y avoir un débat sur ces règles, sinon nous déléguons à l'algorithme le choix entre des priorités démocratiques. Voilà d'excellents principes.
Ils sont, faut bien le dire, lettre morte dans le texte qui va être voté bientôt à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, nous avons appris, à la lecture du journal Le Monde, que l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche avait produit, à l'intention de la ministre de l'Enseignement supérieur, une note de suivi particulièrement alarmiste. Dans cette note, l'Inspection générale aurait mis en garde contre un dispositif, je cite, « qui pose des difficultés philosophiques ou techniques liées à l'examen des candidatures ». Elle aurait souligné que les établissements sont encore loin d'être prêts à examiner et à sélectionner les dossiers qui vont leur être soumis, que les critères appliqués varient d'université à l'autre et sont parfois dénués de fondement légal. Bref, elle aurait largement déploré le manque d'accompagnement, et c'est un minimum, du ministère. Nous ne pouvons, c'est une demande de retrait pour cette motion de renvoi, à regret, vraiment. Mais en revanche, la Commission demande au gouvernement de communiquer au Sénat cette note d'inspection, car nous ne pouvons légiférer à l'aveugle. Merci Madame la rapporteure. La procédure de ce jour est un petit peu particulière. C'est la raison pour laquelle j'ai fait preuve de beaucoup de souplesse par rapport au temps qui vous était accordé. Il me semblait qu'il était important que vous donniez l'ensemble des explications. Madame la Ministre, pour l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la rapporteure et Monsieur le sénateur Ouzoulias. Vous demandez donc le renvoi en commission pour pouvoir apprécier ce rapport de l'inspection générale auquel vous faites allusion. Je voudrais dire quand même que nous nous situons d'une part dans le cadre d'une loi, d'un dispositif de loi, l'article du Code de l'éducation dont nous parlons, qui a été voté par le Parlement de manière démocratique. Donc nous ne parlons pas de manière démocratique, je pense. Une loi votée l'est de manière démocratique, comme vous avez eu, Madame la rapporteure, l'occasion de nous le rappeler ce matin. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet rappeler ici que le gouvernement est évidemment extrêmement respectueux, d'une part, du bicamérisme, totalement respectueux du bicamérisme, dans la manière dont il fonctionne sous la Ve République, et tel que l'ensemble des articles de la Constitution l'a organisé, mais totalement respectueux du bicamérisme. Donc, encore une fois, l'article 45 de la Constitution existe et il s'impose à nous tous. Au-delà de ce point, et au-delà même des institutions, le gouvernement est également extrêmement respectueux des femmes et des hommes qui composent nos deux assemblées. Et je dois dire qu'à titre personnel, je suis toujours extrêmement attentive à tout ce que vous pouvez formuler, qu'il s'agisse de remarques, de critiques, d'apports. Et vous pouvez observer qu'à l'image de mes collègues ministres, nous essayons de prendre appui sur les propositions qui nous paraissent susceptibles d'améliorer un texte en cours de discussion. Je voudrais dire ici que le bicamérisme, c'est aussi le compromis et que nous sommes très attachés à cela, encore une fois, dans le respect des règles constitutionnelles. Si je reviens aux propos que vous avez tenus à l'instant, Monsieur le sénateur, donc sur ce renvoi en commission, je voulais dire que vous avez évoqué, pour justifier votre demande, un document de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Pas vous, Madame la rapporteure, l'a évoqué. Ce document qui a été évoqué n'était pas un document officiel et stabilisé, mais un document de travail interne qui me semble devoir être précisé dans non pas ce qu'il contient, puisque à titre personnel je ne l'ai pas lu, mais souligner qu'il s'agit d'un point d'étape lorsqu'il a été diffusé, lorsqu'il a fait l'objet de fuites dans la presse au mois de février dernier. Je rappelle que l'IGAENR exerce pour Parcoursup une mission de suivi
de l'ensemble de la réforme du premier cycle, d'ailleurs, au-delà même de Parcoursup, et donc que cette mission de l'IGA-ENR poursuit ses travaux aujourd'hui encore. Et donc, il nous semble qu'il n'y a pas, à ce stade, vraiment de sens à diffuser un rapport purement interne, mais qui est aujourd'hui daté, puisque c'est un processus qui est toujours en cours d'élaboration. Le chef de service, d'ailleurs, de l'inspection générale s'est clairement prononcé sur ces travaux qui avaient été divulgués en disant qu'à ses yeux, c'était une déformation du sens du travail conduit par l'inspection générale. En revanche, il me semble tout à fait naturel que la représentation nationale puisse mener ses missions de contrôle et d'évaluation, et ce, dans les meilleures conditions. Et au regard du sujet qui nous occupe aujourd'hui, cela me semble tout à fait naturel. Et dans ce cadre, il paraîtrait tout à fait normal et envisageable que la commission des lois, voire même la commission de la culture, puisse procéder à des auditions qu'elle jugerait utiles. Les responsables de l'inspection générale, je puis vous l'affirmer, se tiennent à disposition du Sénat pour délivrer une information complète sur ces sujets-là et répondre à toutes vos questions si vous le jugez utile. Sur le fond, vous avez également évoqué, Madame la rapporteure, mais aussi indirectement Monsieur le sénateur, un manque de garantie, je crois que c'est vous, Madame, qui avez évoqué ce mot-là, s'agissant du contrôle qui est effectué sur cet algorithme. Je vous rappelle qu'on a créé un comité éthique et scientifique qui est mentionné par l'article L612-3 du Code de l'éducation, qui fait l'objet de nos échanges. Et là encore, je voudrais rappeler à Monsieur le sénateur Ouzoulias que cette disposition a été introduite par la voie d'un amendement sénatorial, ce qui prouve bien que le gouvernement est à l'écoute du Sénat. Il s'agissait même d'un amendement du groupe Union centriste qui a souhaité ancrer dans la loi la mission de contrôle de ce comité. L'Assemblée nationale a renforcé cette disposition en demandant à ce comité de rendre un rapport annuel s'agissant des garanties de transparence de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. On peut voir là l'expression d'une divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que ce n'est pas une divergence, au contraire, c'est l'amplification par l'Assemblée nationale d'une disposition qui a été adoptée par le Sénat. Bien sûr, là encore, Monsieur le sénateur, je le répète, les commissions permanentes sont libres d'auditionner qui elles veulent et qui elles le souhaitent, et le gouvernement est très clair sur ce point. Il l'a été à l'Assemblée nationale s'agissant du comité éthique et scientifique. Sur la base de ces éléments et en vous indiquant à nouveau que le gouvernement et son administration se tiennent à votre disposition pour vous fournir les renseignements et les informations que vous souhaiteriez utiles, je propose donc le retrait de cette motion et je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président Philippe Bas. Je vous remercie, Madame la Présidente. Notre rapporteur a exprimé avec suffisamment de précision la position de la Commission pour que je ne renouvelle pas l'exposé très précis qu'elle nous a fait tout à l'heure. Je voudrais dire à quel point nous partageons les préoccupations que manifeste le texte de la motion qui a été présentée par notre collègue, notre seul objectif étant de renforcer la protection de nos concitoyens par rapport à des traitements qui peuvent engager le destin de beaucoup de nos concitoyens, puisqu'il s'agit de décider ou non de leur inscription dans une université que ceux-ci ont choisie. Il n'est pas acceptable que les paramètres des algorithmes qui vont être mis en œuvre, qui sont mis en œuvre, restent cachés. Nous avons été sensibles aux informations de presse qui indiquaient l'existence d'un rapport circonstancié de nature à confirmer les inquiétudes que nous éprouvons. Vous nous dites, Madame la Ministre, si je vous ai bien compris, qu'il s'agit en réalité d'un document de travail intermédiaire
déjà dépassé. Je suis obligé de me contenter de vos assurances. Mais vous savez à quel point le Sénat est attaché au renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Je crois d'ailleurs que c'est parmi les intentions exprimées par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 3 juillet dernier, un objectif auquel il attache lui-même de l'importance. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons ici davantage de transparence de la part du gouvernement. Néanmoins, je suis prêt à saisir l'offre que vous nous avez faite de convoquer les responsables de l'inspection qui ont approfondi ce dossier. Mais je dois vous dire que si leurs explications s'avéraient insuffisantes, nous reviendrions vers le gouvernement, cette fois non pas pour simplement demander, mais pour exiger une information plus complète du Parlement. Je vous remercie à l'avance d'y être attentive. Moyennant ce débat que nous avons eu, je confirme la demande de retrait de la motion et je précise à notre collègue que les débats ayant eu lieu, d'une part, d'autre part, le texte adopté par la commission des lois faisant droit, je crois, à vos préoccupations, nous serions conduits à ne pas voter, nous, commission des lois, en faveur de cette motion. Il m'appartient de vous poser la question, Monsieur Ouzoulias. Est-ce que vous souhaitez retirer cette motion? Je vais vous répondre, Madame la Présidente. Je crois, et c'est important, que notre Haute Assemblée agit de façon unanime dans la défense de valeurs qui nous touchent ici au Sénat, et notamment la liberté individuelle. J'ai entendu les fortes paroles du président de la Commission des lois, qui exigera, et je lui fais entièrement confiance, d'obtenir les éclaircissements que le gouvernement ne nous donnerait pas. Donc, pour préserver cette unanimité, je retire ma motion, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues. Avant de mettre aux voix l'article 14, je suis saisie d'une demande de prise de parole pour explication de vote de Madame Benbassa et également Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Je vais revenir sur la question tout en suivant ce qu'a dit Monsieur le Président. Bien sûr, si on est satisfait, il n'y a pas lieu de discuter davantage. Mais voilà, je rends d'abord hommage à Madame la rapporteure qui a fait le nécessaire pour que cet article soit révisé comme il l'avait. Enfin, comme la forme originale le requérait. Donc, moi, je ferai une toute petite intervention pour dire que cette loi pour l'orientation et la réussite des étudiants qu'a mis le gouvernement en place est quand même un peu contradictoire avec notre éthique, n'est-ce pas, d'enseignants, puisque est requis le secret des délibérations. Par ce principe, la loi donne la possibilité donc aux établissements d'enseignement supérieur de ne pas dévoiler les algorithmes locaux mis au point pour assurer la cohérence entre le profil du candidat et les attendus de la formation demandée. C'est donc dans l'opacité la plus totale que les étudiants de France recevront dans quelques mois leurs acceptations ou refus d'accéder à l'enseignement supérieur. Il n'y aura plus le « oui, mais », puisqu'il y a ce document dont Monsieur le Président a parlé. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est plutôt un document dans lequel il est indiqué qu'ils recevront deux réponses, oui ou non. Cette mesure, confirmée par l'article 14 du projet de loi que nous étudions une nouvelle fois dans cet hémicycle, dans sa version telle qu'elle nous a été transmise par l'Assemblée nationale, est d'une injustice la plus totale. Et elle fait d'ailleurs l'objet de nombreuses contestations au sein des mouvements sociaux étudiants, des attentes des étudiants qui contestent avec vigueur le fonctionnement de Parcoursup. Cet article donc ne peut rester en l'état. J'ajouterais, excusez-moi de me mettre en avant, mais en tant que professeur d'université, je refuse
l'opacité à laquelle mène Parcoursup. Si je le faisais, j'aurais trahi la confiance de mes étudiants. Cela n'empêche pas, bien sûr, de prôner la formation des plus faibles d'entre eux, de demander des moyens pour mieux les accueillir et en plus d'accueillir plus d'étudiants dans certaines formations sélectives et surtout de mieux les former. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Marc Lamini pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, très simplement, mais concernant, je dirais, cet article 14, et tout aussi en respectant tout à fait la motion de nos collègues qui l'ont aussi défendu avec beaucoup de conviction, et dans l'objet de cette motion, il faut reconnaître qu'il y a des arguments vraiment très respectables concernant le monde étudiant, en son temps, le temps passe très vite, nous avions été étudiants, mais aujourd'hui c'est une autre période, une autre époque, et le monde va très vite, et c'est vrai qu'avant on fonctionnait de façon artisanale, maintenant c'est très différent, et c'est vrai que ce qu'on découvre là, au niveau des notions de données personnelles sur des sujets extrêmement sensibles, et franchement, même ce matin, en discussion générale, les interventions de toutes et tous m'ont aussi beaucoup fait apprendre et même largement interpellé, en particulier Madame le rapporteur, je dirais, qui l'a fait aussi avec beaucoup de sincérité, de franchise et de conviction. Et je crois que c'était rappelé, la notion de confiance, on doit réellement la garder. Et le président Philippe Bas l'a rappelé, c'est vrai que nos commissions permanentes au sein de notre haute assemblée sont là aussi avec un rôle important d'écoute, de dialogue, d'ouverture dans les auditions et la commission des lois dans des sujets aussi sensibles, comme l'a fort justement rappelé Madame la garde des Sceaux, parce que vous avez insisté sur le respect du bicamérisme auquel nous sommes toutes et tous très attachés, et l'écoute du Parlement est réellement fondamentale, en particulier notre Haute Assemblée, je dirais, avec beaucoup de travail de l'ombre qui est fait, et je crois que ce travail-là, il doit toujours être, je dirais, connu, reconnu, comme c'est le cas, et donc je tiens aussi à souligner le travail des collègues au niveau de la commission des lois, ce qui a été fait. Donc tout en respectant cette motion, je m'adapterai, je suivrai l'avis de la commission des lois. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Ouzoulias pour explication de vote. Oui, j'aimerais vous répondre en 3 points, Madame la Ministre. C'est des points absolument essentiels. Lors de la discussion en première lecture, votre collègue, ministre en charge du numérique, avait pris l'engagement ferme au nom du gouvernement que tous les dossiers feraient l'objet d'un examen individuel. La pratique, telle qu'aujourd'hui elle est avérée, nous montre que c'est faux. Il y a des traitements informatiques. J'aurais aimé que votre collègue, qui partageait vos bancs, soit ici avec vous pour nous rappeler ces engagements. Bon, malheureusement, il vous a un peu abandonné. De quoi s'agit-il quand on parle d'algorithmes locaux? Je vais vous en donner juste un exemple. C'est un traitement qui permet de pondérer les notes du contrôle continu en fonction du rang de classement des lycées. Il faut que les lycéens sachent aujourd'hui que s'ils sont dans un lycée qui est dans le bas du classement, ils n'auront aucune chance d'accéder à une filière sous tension de l'université. Je pense qu'un gamin qui fait des gros efforts toute l'année pour avoir des bonnes notes, alors qu'on sait pertinemment que compte tenu de son lycée d'origine, il ne pourra pas atteindre une filière sous tension, je crois que la moindre des choses, c'est de lui dire et de lui expliquer. Et je vais finir mon propos en vous faisant remarquer que, bien évidemment, j'ai connaissance de ce comité d'éthique et scientifique. Figurez-vous que je l'ai saisi il y a 3 semaines pour lui demander quel était son avis sur le statut juridique et scientifique, mathématique, de ces algorithmes locaux. Je n'ai toujours pas de réponse. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Ministre, je vous en prie.
Pardonnez-moi, Madame la Présidente, de reprendre la parole vraiment quelques instants. Je voudrais revenir sur des propos que Monsieur le sénateur Ouzoulias a tenus tout à l'heure, d'ailleurs pas dans cette intervention-ci, dans la précédente. Vous avez évoqué, Monsieur le sénateur, je vous cite, l'acharnement du gouvernement à ne pas vouloir la transparence des algorithmes locaux. Je voudrais juste reprendre le mot acharnement, parce que je crois que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, l'objet du gouvernement. Nous ne sommes pas du tout dans ce souci-là. Je vous rappelle simplement que la transparence des algorithmes, y compris locaux, elle est assurée par le grand 2 de cet article 612-3 du Code de l'éducation nationale, tel qu'il a été adopté par le Parlement. Je vous rappelle également que le dispositif de protection des secrets de délibération n'y fait pas obstacle à cette transparence-là, et donc que ces traitements locaux, lorsqu'ils sont utilisés comme aide à la décision, et cela, nous l'avons toujours dit, le gouvernement l'a toujours dit, ce n'est pas une découverte, ce n'est pas quelque chose qui est caché, nous avons toujours dit qu'il y avait un algorithme national et des algorithmes locaux qui pouvaient être utilisés comme outils d'aide à la décision, mais qu'il devait toujours y avoir une intervention humaine qui permettrait la prise de décision. C'est ce qui a toujours été dit. Vous dites que cela n'est... Vous dites... Écoutez, je ne rentre pas, je ne souhaite pas répondre sur ce terrain-là. Je vous dis ce qui est écrit dans les textes qui ont été adoptés. Et je tiens également à vous dire que le ministère de l'Enseignement supérieur me fait savoir que les algorithmes seront bien effectivement publiés, sans doute au début du mois de septembre. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'article 14, qui est pour l'adoption. Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 14 bis A, qui est pour son adoption, qui est contre? Il est adopté. À l'article 14 bis, je suis saisie de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier amendement, c'est l'article 7 rectifié qui sera défendu par Monsieur Bignon. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, il s'agit d'un amendement principal et de 2 amendements de repli qui visent à, sans revenir sur la décision de la Commission de maintenir l'âge du consentement à 16 ans, vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le RGPD. En effet, le RGPD est flou. Ce traitement n'est licite, nous dit l'article 8, que si et dans la mesure où le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, là, il n'y a pas de difficulté. Mais à la suite, l'article 8 dispose « Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement », c'est là que les choses se compliquent, de vérifier en pareil cas que le consentement est donné et autorisé par le titulaire de la responsabilité à l'égard de l'enfant, la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. Qu'est-ce que c'est que s'efforce raisonnablement juridiquement, ça recouvre quoi? Et les moyens technologiques, quels moyens avons-nous de vérifier que l'ensemble des moyens technologiques, la totalité, que ces moyens technologiques sont bien pertinents, etc. etc. Donc il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Une possibilité qui renforcerait de façon certaine les droits des mineurs et la façon dont leur consentement est sollicité et acquis. Mais si la première proposition la plus complète, celle qui est à l'article, qui est à l'amendement 7 rectifié, ne satisfaisait pas mes collègues, il y a un amendement de repli qui est un peu moins exigeant et un deuxième amendement de repli qui l'est encore un peu moins. Je renvoie à la lecture, c'est pas la peine de développer, tout le monde a, j'imagine, compris le décrescendo de la protection, étant évidemment entendu que mon groupe préférerait que ce soit l'article 7 l'amendement 7 rectifié qui soit adopté, mais qu'elle se satisferait de l'adoption également par le 8 rectifié et de façon tout à fait subsidiaire par le 9 rectifié bis. Bien, merci chers collègues. Je considère que vous avez défendu les 3 amendements, l'amendement principal et les 2 amendements de repli. C'est ce que je me suis efforcé de faire, Madame la Présidente.
Merci. Je vais demander à la commission des lois son avis sur l'ensemble de ces 3 amendements. Ces 3 amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données. Au terme de l'article 8, paragraphe 1 du règlement, il est écrit « Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si et dans la mesure où le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. Il est inutile et même interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national. De plus, cet amendement vise à réintroduire une notion de double consentement qui n'est pas tout à fait convaincant puisqu'il conditionne en fait la licéité du traitement des données des mineurs au consentement tant du représentant légal que du mineur concerné. D'un point de vue juridique, cet ajout ne semble pas compatible avec les termes du règlement qui ne prévoit ni n'autorise une telle condition supplémentaire. Je vous propose de nous en tenir au règlement général et demande le retrait. Je vais demander l'avis du gouvernement. Ils sont retirés, Madame la Ministre. Vous n'aurez pas l'occasion de donner votre avis sur ces amendements. Si je l'avais donné, il eût été le même que Madame la rapporteure. Bien. Donc, ils sont retirés. Je vais par conséquent mettre aux voix l'article 14 bis, qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. À l'article 16A, je suis saisie d'un amendement numéro 12. C'est Monsieur Durin qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Il y a 2 amendements, il y en a même 3. Je ferai une présentation groupée. Le 14 viendra un peu plus tard dans nos débats. Ces amendements concernent la portée de l'action de groupe en réparation des préjudices matériels et moraux subis par les personnes concernées par la violation de leurs données personnelles. Les 2 amendements concernent pour l'un la date d'application de la mesure et pour le deuxième, la condition d'agrément que la rapporteure souhaitait rétablir. Donc nous considérons que sur ce sujet, soit on estime que cette disposition est une avancée réelle, auquel cas il n'y a pas lieu de la limiter ni dans son périmètre ni dans son calendrier, soit on considère que ça n'est pas utile et effectivement il faut limiter cette disposition. Donc notre amendement 12 propose que nous rétablissions l'entrée en vigueur de cette mesure à la date du 24 mai 2018. Et l'amendement 13, quant à lui, propose de revenir sur le choix fait par la Commission des lois de soumettre à un agrément de l'autorité administrative la faculté pour une association d'exercer une action de groupe en matière de données personnelles. Et l'amendement 14, qui viendra plus tard, que je présente tout de suite, puisque ça n'allongera pas nos débats, est un amendement de coordination avec ces 2 amendements. Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons procéder de façon méthodique. Sur l'amendement numéro 12, quel est l'avis de la Commission ? Nos collègues du groupe socialiste souhaitent que l'action de groupe en réparation des dommages dans le domaine des données personnelles entre immédiatement en vigueur. Ce n'est pas notre position et de fait c'est une demande de retrait. Quel est l'avis du gouvernement ? Eh bien, depuis le début de la discussion, le gouvernement s'en est remis à la sagesse du Parlement et donc je maintiens cet avis de sagesse. Je vous remercie. Monsieur Durin, est-ce que vous souhaitez retirer cet amendement ? Il est retiré. À présent, quel est l'avis de la Commission sur l'amendement numéro 13 de Monsieur Durin ? En première lecture, le Sénat avait souhaité introduire cet agrément afin d'éviter les procédures abusives. L'agrément n'aurait pas été soumis à des conditions excessives puisqu'il s'agissait simplement de s'assurer de l'activité effective de l'association, de la transparence de sa gestion, de sa représentativité, de son indépendance. Et un tel agrément est requis en matière de consommation, d'environnement et de santé. Ceci dit, le droit en vigueur comporte déjà de nombreux garde-fous puisque seules peuvent agir les associations régulièrement déclarées depuis 5 ans, au moins, ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, ainsi que les associations de consommateurs agréés et les syndicats. De plus, c'était un compromis à la commission mixte paritaire que nous avions formulé au Sénat. Et de fait, c'est peut-être aussi un pas vers la réconciliation de nos 2 assemblées. Sagesse. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement ? Favorable. Il est favorable. Je vais mettre aux voix, à moins qu'il y ait des explications de vote, je n'en vois pas, je vais mettre aux voix cet amendement numéro 13, assorti d'un avis de sagesse de la Commission et d'un avis favorable du gouvernement, qui est pour l'adoption de cet amendement. Qui est contre ? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 16A. Pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. Qui est pour l'adoption de l'article 16A, qui est contre.
il est adopté. Sur l'article 16, je ne suis saisie d'aucun amendement ni d'aucune demande de parole. Je mets aux voix cet article. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Sur les articles 17 bis, 17 ter et 18 restant en discussion, mes chers collègues, puis-je considérer que le vote est le même que sur ces articles qui viennent d'être adoptés? Et ils sont par conséquent adoptés. Je vous remercie. Sur l'article 19, nous avions deux amendements qui ont été retirés par Monsieur de Belenet. Par conséquent, je mets aux voix l'article 19. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour l'adoption de l'article 19? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 19 bis. Même vote? Même vote. Il est adopté. Sur l'article 19 ter, même vote? Même vote. Il est adopté. Le titre 4 est supprimé. Il y a l'amendement numéro 23 de Madame Joissains. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement purement rédactionnel. Madame la Ministre, pour avis? Extrêmement favorable. Voilà, eh bien je mets aux voix l'amendement numéro 23 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Ça, je ne fais pas voter. Je mets aux voix l'article 20 qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 20 bis, il est supprimé. Sur l'article 23, nous avions des amendements, mais qui ont été retirés par Monsieur de Belenet. Je mets par conséquent aux voix l'article 23, qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 24, Monsieur Durin, l'article 14, on considère que vous l'avez défendu. Quel est l'avis de la Commission sur l'amendement numéro 24, Madame la rapporteure? Retrait. Une demande de retrait, quel est l'avis du gouvernement? Sur l'amendement numéro 14. Oui, avis de sagesse, Madame la Présidente. Sagesse. Monsieur Durin, souhaitez-vous retirer cet amendement? Vous le retirez. Par conséquent, je mets aux voix l'article 24, qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Pardonnez-moi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Durin, je vous en prie, chers collègues. Oui, Madame la Présidente, à mesure que nous approchons de la suspension de nos travaux, l'atmosphère éruptive de ce matin se dissipe et la fort mauvaise humeur que nous avons tous manifestée s'apaise, ce qui est une bonne chose. On a eu des gages de la part de Madame la Ministre d'un apaisement des positions respectives et d'une recherche de compromis sur plusieurs sujets. Donc je crois que cette intervention finale sur l'étude de ce texte portera davantage sur le climat de travail qui doit présider dans les semaines qui viennent avec nos collègues et sur la suite des enjeux que nous avons traités dans ce texte. On a vu que la question des algorithmes est un sujet qui est particulièrement préoccupant, sur lequel nous devons être très attentifs. Pour le reste, on a eu l'occasion tout au long de ces travaux, lors de la première lecture et lors de cette deuxième étude, de travailler longuement sur tous les sujets. Donc voilà, je crois que ce qui est important désormais, c'est qu'on puisse retrouver les voies et moyens d'une bonne entente entre nos deux chambres, parce que le sujet le mérite, et puis parce que les mauvaises manières qui nous ont été faites en CMP doivent appartenir à l'histoire de notre travail parlementaire. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles et je suis saisie d'une demande de scrutin public à la demande du groupe Les Républicains sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions qui sont fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 98 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées par la présidence, nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 307, pour l'adoption 307, contre 0. Le Sénat a adopté.
Voilà donc pour cette nouvelle lecture. Vous l'avez compris, le Sénat a rétabli la majeure partie de ses modifications sur ce texte. Il repart désormais à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Voilà pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Vous pouvez voir ou revoir ces séances sur publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.